La terre promise. Chapitre 1. Les enfants du fleuve et de la forêt. Il fut un temps où le paradis n'était pas un lieu lointain, mais une promesse faite à la terre elle-même. Une promesse confiée aux hommes, aux femmes, aux ancêtres, à la forêt et à l'eau. Pour porter ce fardeau de lumière, deux âmes furent choisies bien avant leur premier souffle, Modipé et Mouini. La stabilité de la terre. Sur une île bercée par les eaux brunes et puissantes du fleuve Logoé, à Lambaréné, naquit un garçon. Le jour de sa venue, un silence étrange enveloppa la rive, comme si la nature retenait sa respiration pour l'écouter pleurer. Les anciens, les yeux fixés sur le courant, virent des signes que les autres ne comprenaient pas. Ils l'appelèrent Modipé. Ils dirent que les ancêtres l'avaient déjà sacré, alors qu'il n'était qu'une promesse dans le ventre de sa mère. Il ne marchait pas encore qu'il portait déjà en lui la stabilité de la terre et la force des racines. Le murmure de l'eau. À quelques lieues de là, sur une autre île non loin de Lambaréné, naquit 2 ans plus tard une petite fille. On la surnomma celle qui porte les 2 armes, mais son nom secret était Mouini. Avant qu'elle ne quitte son village pour le tumulte du monde, son arrière-grand-père, un patriarche dont la peau ressemblait à l'écorce des bois sacrés, la prit par la main. Il l'emmena au plus profond de la forêt, là où la lumière hésite à descendre. Dans une hutte de feuilles, il invoqua les esprits des eaux et les génies de la forêt. Le vieil homme aurait voulu un héritier mâle pour porter son sceptre, mais en regardant Mouini, il comprit que les esprits avaient choisi une autre voie. Il la baigna de bénédictions et de paroles anciennes. « Tu es prête, ma fille, lui dit-il avec une gravité douce. Les eaux te reconnaissent. Va, et n'oublie jamais que tu n'es jamais seule. » Chapitre 2. Le tumulte de la ville. Le destin, ce grand tisserand, envoya les 2 enfants à la capitale pour leurs études. Modipé et Mouini se retrouvèrent plongés dans un monde de béton, de moteurs et de cris. La ville était une bête qui ne dormait jamais, un lieu où le temps courait trop vite pour les âmes habituées au rythme lent des pirogues. Pendant des années, ils furent voisins. Leurs ombres se frôlaient au marché, leurs pas foulaient la même poussière, mais leurs regards glissaient l'un sur l'autre sans se voir. Le moment n'était pas encore venu. La pluie révélatrice. Un soir d'orage, alors que Modipé avait 22 ans et Mouini 20 ans, le ciel de la capitale se déchira. Une pluie torrentielle s'abattit, lavant la poussière des rues. Ils trouvèrent refuge sous un auvent devant un commerce fermé. « Elle tombe fort, dit-elle, pour briser le vacarme de l'eau. »« Oui, répondit-il, le regard fixé sur le bitume inondé. Elle nettoie. » Mouini tourna la tête, intrigué par cette réponse qui ne ressemblait pas aux phrases vides des gens de la ville. « Tu viens d'où ?»« D'une île, répondit Modipé. Près du fleuve. » Un sourire fleurit sur les lèvres de Mouini. « Moi aussi. » À cet instant, le bruit de la ville sembla s'effacer. Ils ne virent plus les voitures, ils n'entendirent plus les klaxons, ils sentirent l'odeur de la terre mouillée de leur enfance. La pluie venait de les réveiller. Chapitre 3. L'union des silences. Leur amour ne fut pas un incendie, mais une marée montante, naturelle, évidente. Ils partageaient des repas simples et des marches silencieuses. Ils comprenaient que le silence entre 2 personnes n'est pas un vide, mais un espace où les esprits communiquent. Un soir, sur un pont dominant une eau sombre et polluée par la ville, Mouini s'arrêta. « Tu entends » murmura-t-elle. « Même ici, l'eau parle. » Modipé ne se moqua pas. Il ne demanda pas d'explication. Il sentit la présence du sacré vibrer dans la poitrine de la jeune femme. « Oui » dit-il simplement, « elle n'a pas oublié qui nous sommes. » Ce soir-là, Mouini sut qu'elle avait trouvé son gardien, et Modipé sut qu'il avait trouvé son écoute. Ils décidèrent de lier leur vie, ignorant encore que la terre, l'eau et les anciens préparaient leur retour à la source. Chapitre 4. L'épreuve du sang et le retour à la source. Les années passèrent et le couple s'installa dans une vie de partage, mais une ombre planait sur leur foyer. Le berceau restait désespérément vide ou ne se remplissait que pour se vider trop vite.
Mouini portait la vie, mais la vie glissait hors d'elle, comme l'eau entre les doigts. Chaque perte était une étaille dans le cœur de jeunes parents. Une nuit, après une énième hostesse, Mouini posa sa main sur celle de Modipé. « Pourquoi » demanda-t-elle dans un souffle. « Pourquoi la terre accepte la graine, mais refuse la fleur? Si tu as la force de chercher la vérité, Modipé, cherchons-la ensemble. » Modipé, dont la stabilité commençait à vaciller sous le poids du chagrin, acquiesça. Ils prirent la décision de quitter le bruit de la ville pour retourner là où tout avait commencé. La vérité de l'oncle médium. Au village, ils rencontrèrent l'oncle de Mouini, un homme dont le regard semblait voir travers les corps. C'était un médium respecté, un pont entre les vivants et ceux qui ne sont plus. Après avoir consulté les écorces et interrogé les esprits, il rendit son verdict lors d'un rituel nocturne où seul le crépitement du feu osait rompre le silence. Vos enfants ne sont pas perdus, ils sont retenus. La porte entre votre monde et celui des ancêtres est restée entr'ouverte, mais personne ne garde les seuils. Vous portez un héritage que vous ignorez. Pour que la vie s'installe, vous devez accepter de devenir ce que vous êtes né pour être. Ces jours-là, Modipé et Mouini franchirent le pas de l'initiation. Ce ne fut pas une fête, mais une transformation. Le rituel changea la composition même de leur sang. À partir de cet instant, ils ne virent plus jamais le monde de la même manière. Chapitre 5. La vision du gardien et le pacte du singe. Après l'initiation, le couple vit sa famille s'agrandir enfin. Mais leur sens s'était aiguisé. Mouini entendait désormais les arbres respirer. Modipé sentait les vibrations du sol avant même que l'animal ne passe. Lors d'un voyage cérémoniel dans la famille de Modipé, ce dernier fit un rêve qui allait changer le cours de leur existence. Il entra dans une forêt si ancienne que la lumière semblait y dater du premier jour du monde. Au centre d'une clairière circulaire, un silence absolu régnait. C'est là qu'il vit le singe ancien. Ses poils étaient gris comme la brume et ses yeux possédaient une intelligence millénaire. « Tu marches longtemps pour quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il cherche », dit la créature d'une voix qui résonnait dans les os de Modipé. « Je cherche un lieu de paix », répondit Modipé. Le singe sauta au sol, tournant autour de lui comme pour flairer son âme. « Je vois ta lumière. Elle est pure. Mais attention, Modipé, cette terre peut être tienne, un village peut y naître, mais à une seule condition. Tu ne seras jamais le propriétaire, tu n'en seras que le gardien. Si tu tentes de posséder ce qui appartient aux esprits, la terre te rejettera sans bruit, comme on rejette un corps étranger. » Modipé inspira l'odeur de l'humus et de la vie sauvage. « Je donne ma parole, je veillerai sur l'équilibre. » Chapitre 6. La sirène et le don de l'écoute. À son réveil, Modipé confia son rêve à Mouini. Guidée par les indications précises de son mari, Mouini partit pas seule vers le lieu. Elle prit sa belle-sœur avec elle. La forêt semblait s'écarter pour la laisser passer. Elle arriva près d'une source dont l'eau était si pure qu'elle semblait faite de cristal liquide. Elle s'assit, paumes ouvertes. Elle ne demanda rien, elle écouta. Soudain, l'eau s'anima. Une silhouette imposante, d'une beauté terrifiante et juste, émergea de la source. La sirène se tint devant elle, sa peau luisant comme l'intérieur d'un coquillage. « Pourquoi es-tu venue ?»« Pour écouter » répondit simplement Mouini. La sirène s'approcha. Sa présence dégageait une fraîcheur de saphir. « Ce que tu portes n'est pas un pouvoir, Mouini, c'est une continuité. Tu ne commanderas jamais aux eaux, mais tu seras leur voix. Tant que tu transmettras sans vouloir posséder, le lien restera ouvert. » Mouini entra alors en transe. Elle vit le passé et le futur s'entremêler. Elle comprit que sa vie n'était qu'un fil dans un immense pagne tissé par les esprits. Elle accepta sa mission, être l'oreille du monde invisible. Chapitre 7. La fondation de la terre promise. De retour en ville, Modipé et Mouini prirent une décision radicale.
La ville était devenue trop bruyante pour leurs âmes transformées. « Si nous restons là-bas, dit Maudipée, le vacarme des hommes étouffera les conseils du singe et le murmure de la sirène. »« Retournons à la forêt, répondit Mouini, non pour nous cacher, mais pour fonder un lieu où le lien sera respecté. » Ils bâtirent le village sur les terres indiquées par le rêve. Au centre, ils élevèrent le corps de garde, une maison et une hutte sacrée sans porte, car les esprits n'ont pas besoin de clés pour entrer. Ce lieu devint le salon des esprits, l'endroit où les vérités étaient dites et où les rituels naissaient naturellement. Ils devinrent des gangas respectés, voyageant parfois pour guérir, mais revenant toujours à leur sanctuaire. Maudipée assurait la tenue et la protection matérielle du lieu, Mouini assurait la fluidité et la communication spirituelle. C'était l'équilibre parfait. La terre promise était née. Chapitre 8. L'âge d'or des Gangas. Le village ne ressemblait à aucun autre. Ce n'était pas seulement un regroupement de cases, mais un organisme vivant. Les sentiers semblaient se dessiner d'eux-mêmes sous les pas des visiteurs, et on disait que même les oiseaux se taisaient lorsque Maudipée et Mouni entraient en médiation. La science du visible et de l'invisible. Devenus de grands Gangas, leur réputation dépassa les frontières. On venait de loin pour chercher la guérison que la médecine moderne ne pouvait offrir. Maudipée, le maître de la tenue. Il était celui qui lisait dans la terre et les écorces. Lorsqu'un malade arrivait, Maudipée ne posait pas de questions. Il marchait en forêt, écoutait le craquement des branches et revenait avec les racines exactes. Il possédait le secret des plantes qui calment le sang et de celles qui réveillent l'esprit. Sa présence seule imposait le respect. Il était le tronc solide sur lequel tout le village s'appuyait. Mouini, la voix de l'eau. Elle travaillait dans le murmure. Elle recevait les gens près de la source ou dans la pénombre du corps de garde. Ses transes étaient calmes, presque imperceptibles. Elle voyait les nœuds invisibles qui étouffaient les âmes. Elle ne commandait pas aux esprits. Elle conversait avec eux comme avec des parents. Elle était la fluidité, celle qui permettait à la vie de couler à nouveau là où elle stagnait. Le corps de garde. Le salon des esprits. Le corps de garde était le cœur battant de la terre promise. Ce temple sans porte symbolisait leur philosophie. Rien n'est caché, tout est offert à celui qui vient avec un cœur pur. Chaque soir, le feu y était allumé. Ce n'était pas un feu ordinaire, mais un témoin. Maudipée et Mouni y enseignaient à leurs enfants que la véritable richesse n'était pas ce que l'on possède, mais ce que l'on est capable de protéger. Ils apprenaient à leurs fils et filles à reconnaître le chant de chaque oiseau et la vibration de chaque ancêtre. L'équilibre et les voyages. Bien qu'ils soient ancrés dans la terre du village, les Gangas voyageaient. Ils étaient invités dans les grandes cités du continent pour purifier des lieux ou conseiller des chefs. Mais chaque fois que le bruit du monde devenait trop lourd, ils revenaient à la terre promise. C'est durant ces années de paix que Maudipée commença à transmettre la tenue à son fils aîné. Il ne lui fit pas de grands discours, il l'emmenait simplement à l'aube, quand la rosée est encore sur les feuilles, et lui apprenait à marcher sans faire craquer une seule branche. « Regarde, mon fils, » disait Maudipée. « La terre te donne tout, tant que tu ne lui demandes rien avec orgueil. » Mouni, de son côté, emmenait sa fille à la source. Elle lui apprenait à s'asseoir et à rester immobile jusqu'à ce que les poissons ne la craignent plus. « L'écoute est plus puissante que la parole, » murmurait-elle. Chapitre 9. Le rituel du fils. Maudipée n'emmena pas son fils loin. Il le fit rester au village, dans une case à l'écart, ouverte sur la forêt. Un matin, il lui dit simplement « Tu vas dormir ici ». Le fils leva les yeux. « Combien de temps ?»« Quelques mois », répondit Maudipée. « Le temps que la forêt t'accepte. » Il posa sa main sur son front et murmura « Tu ne dors pas pour fuir. Tu dors pour apprendre sans agir. » Le fils s'endormit. Pendant des mois, son corps resta au village, mais son esprit marchait. Il apprit à reconnaître les arbres depuis leur ombre, à sentir la terre avant la pluie, à comprendre ce qui soigne sans demander. Chaque soir, Maudipée venait s'asseoir près de lui. « La forêt n'est pas un refuge, disait-il. C'est une responsabilité. » Une nuit, le fils murmura « Et ma place ?» Maudipée répondit «
celle que tu n'imposeras jamais. Quand Modipé jugea le temps suffisant, il posa ses 2 mains sur la poitrine de son fils. « Il est temps. » Le fils ouvrit les yeux. « Je vois différemment, dit-il. » Modipé hocha la tête. « Alors, tu peux servir. » Le début du crépuscule. La disparition de Mouini. Le temps, comme le fleuve Logoué, finit toujours par emporter ce qu'il a apporté. Un jour, alors que le soleil se couchait dans une teinte pourpre inhabituelle, Mouini sentit que son voyage terrestre touchait à sa fin. Elle n'avait pas peur. Elle savait, par la promesse de la sirène, que sa mort ne serait qu'un changement de forme. Elle appela Modipé près de la source. « Mon gardien, dit-elle doucement, je retourne là d'où je viens. Ne me cherche pas dans la terre, cherche-moi dans l'eau et dans le silence. Je ne pars pas, je m'étends. » Mouini s'éteignit avec la paix de ceux qui ont accompli leur destin. Le village entier pleura, mais ce fut un deuil digne. Le ciel lui-même sembla s'assombrir pendant 3 jours. La présence invisible. Après les funérailles, Modipé resta longtemps assis seul dans le corps de garde. Il commença alors à partager sa vie entre la ville, pour continuer à aider ceux qui souffraient, et le village, pour honorer la mémoire de son épouse. L'absence de Mouini avait changé l'atmosphère. Le village était plus silencieux, plus grave. Mais comme elle l'avait promis, elle était là. Parfois, un vent frais passait sur le visage de Modipé alors qu'il n'y avait aucune brise. Parfois, le reflet de l'eau à la source dessinait brièvement un visage aimé. Modipé savait que le lien n'était pas rompu, mais qu'il était devenu plus subtil. C'est à cette période qu'il reçut cet appel vibrant de sa fille restée en Europe. Chapitre 10. L'initiation à la source. Le passage du don. Bien avant que le deuil ne frappe la famille, le moment était venu pour Mouini de préparer celle qui porterait le flambeau de l'écoute. Elle choisit un jour où le ciel était d'un bleu profond, sans un souffle de vent, un jour où le monde visible et le monde invisible semblaient se toucher. La préparation. Mouini conduisit sa fille vers un sanctuaire naturel situé en amont de la source sacrée. Là, au pied d'un arbre dont les racines plongeaient directement dans l'eau, se trouvait un petit monticule de terre ferme, une sorte d'autel naturel. Elle fit asseoir sa fille sur un petit tabouret sculpté, le siège de l'âme. « Ne regarde pas l'eau avec tes yeux, ma fille, » murmura Mouini en se tenant derrière elle. « Regarde-la avec ton sang. » Le rituel des tresses. Alors commença un geste d'une tendresse et d'une puissance infinie. Mouini commença à défaire les cheveux de sa fille pour les natter à nouveau. Dans la tradition des Gangas, les tresses ne sont pas de simples parures, elles sont des antennes, des fils conducteurs destinés à capter les vibrations de l'invisible. À chaque mèche que Mouini croisait, elle soufflait une parole secrète, un nom d'ancêtre ou un interdit. Elle tressait dans la chevelure de sa fille l'histoire de leur lignée. « Je lis ta pensée à la sagesse des anciennes, disait-elle. Je lis ton oreille au murmure des profondeurs. » À mesure que les tresses prenaient forme, la jeune fille sentait une lourdeur sacrée envahir ses épaules. Ce n'était pas de la fatigue, mais une densité nouvelle, comme si elle devenait elle-même une part de la forêt. La transe et l'apparition. Soudain, sans que la jeune fille n'ait besoin de toucher l'eau, le phénomène se produisit. L'air autour d'elle devint électrique, les oiseaux se turent brusquement. La jeune fille entra en transe. Son corps resta parfaitement droit sur son siège, mais son esprit quitta le rivage. Sous ses paupières closes, elle vit la lumière de la source changer de couleur, passant du cristal à l'or pur. C'est alors que la sirène émergea. Elle ne sortit pas de l'eau comme un poisson, mais sembla se matérialiser à partir de la brume qui flottait sur la source. Elle se tint devant la jeune fille, immense et magnifique, sa présence imposant un respect qui glaçait et réchauffait à la fois. Mouini, debout derrière sa fille, ne bougeait pas. Elle servait de pont, de témoin. La sirène posa son regard sur la nouvelle initiée et sa voix résonna, non pas dans l'air, mais directement dans l'esprit de l'enfant. « Le lien est ouvert. Tu ne posséderas pas le don, c'est le don qui te possédera. Tu porteras la continuité. Tu seras celle qui entend ce que les autres oublient. » Le sceau du destin. La jeune fille ressentit une vibration intense partir de la base de ses tresses et parcourir toute sa colonne vertébrale.
elle comprit à cet instant que sa vie venait de changer. Elle n'était plus seulement la fille de Mouhini et Maudipé, elle était devenue un maillon de la chaîne éternelle. Quand la transe prit fin, la sirène avait disparu, laissant derrière elle une odeur de pluie fraîche et de fleurs sauvages. Mouhini finit de nouer la dernière tresse. « C'est fait », dit simplement la mère. Le soir même, lorsqu'elles rentrèrent au village, Maudipé les attendait devant le corps de garde. Il n'eut pas besoin de poser de questions. En voyant le port de tête de sa fille et la lueur nouvelle dans ses yeux, il comprit. Mon rôle est de protéger le sol qu'elle foule, car désormais elle marche entre deux mondes. Chapitre 11. L'écho de l'océan. L'appel du sang. La fille de Maudipé et Mouhini avait quitté le village depuis quelques années pour poursuivre ses études en Europe. Elle vivait dans une grande ville, entourée de béton, de lumières artificielles et du froid de l'hiver. Là-bas, elle s'était presque convaincue que les rituels de la source et les tresses sacrées n'étaient que des souvenirs d'enfance, des images lointaines d'un monde qu'elle avait laissé derrière elle. Mais le don n'est pas un vêtement que l'on enlève, c'est une peau. L'annonce du départ. Le jour où le téléphone sonna pour lui annoncer le décès de Mouhini, le monde s'arrêta. À des milliers de kilomètres du village, au moment précis où sa mère rendait son dernier souffle près de la source, la jeune fille ressentit un choc électrique à la base de sa nuque, la même où les tresses avaient été nouées des années plus tôt. Elle n'eut pas besoin de mots. Elle savait. Le lien s'était tendu jusqu'à la rupture physique, mais il ne s'était pas brisé. Le réveil de l'invisible. Après la mort de Mouhini, tout ce que la jeune fille avait tenté de mettre de côté explosa. Dans son appartement moderne, le silence devint habité. Les signes. Parfois, en se regardant dans le miroir, elle ne voyait plus son propre reflet, mais l'ombre d'une tresse qui s'enroulait. Elle sentait l'odeur de l'humus et de la forêt tropicale en plein milieu du métro. La voix. Ce n'était pas une voix extérieure, mais une vibration intérieure. Elle entendait Mouhini lui murmurer des conseils. « Écoute, ma fille, ne regarde pas avec tes yeux. » Elle se surprenait à connaître des choses qu'elle n'avait jamais apprises, le secret d'une plante, le danger qui guette un ami, ou l'arrivée d'une pluie avant même que le premier nuage ne paraisse. Les rêves de la source. Chaque nuit, elle retournait sur le siège de l'âme. Elle voyait la sirène l'attendre, immobile. Elle se réveillait avec la sensation de l'eau sur ses mains, alors que l'air de sa chambre était sec et froid. La peur et la révélation. La peur commença à l'envahir. En Europe, personne ne pouvait comprendre. On appellerait cela de la folie. Un soir, alors que la présence de Mouhini était si forte qu'elle semblait pouvoir la toucher, elle comprit qu'elle ne pourrait plus fuir. Son sang criait, sa lignée exigeait qu'elle reprenne sa place. C'est alors qu'elle composa le numéro de Maudipé. L'appel à Maudipé. « Papa » commença-t-elle, la voix tremblante. « Depuis que maman est partie, je ne suis plus seule dans ma tête. Je ressens des choses, la source, la forêt, les tresses, j'ai peur de devenir folle. » À l'autre bout du fil, dans le calme du soir au village, Maudipé ferma les yeux. Il sentit le souffle de Mouhini passer dans le combiné. Il sourit tristement, mais avec une immense fierté. « Non, ma fille, » répondit-il d'une voix profonde, « tu ne deviens pas folle, tu deviens ce que tu as toujours été. Le sang de ta mère a traversé l'océan pour te retrouver. Ce n'est pas un deuil que tu vis, c'est ton réveil. »« Que dois-je faire ?» demanda-t-elle, les larmes aux yeux. « Observe, n'essaye pas de lutter contre l'eau, laisse-la couler en toi. Un jour prochain, tu devras revenir. Le corps de garde t'attend. Je vais préparer le terrain, car la terre promise a besoin de ton oreille pour rester debout. » La transition. Après cet appel, la jeune fille ne lutta plus. Elle commença à noter ses visions, à écouter les messages. Elle comprit que Mouhini ne l'avait pas quittée. Elle s'était installée en elle pour la guider vers son destin de Ganga. Elle fixa sa date de retour pour les vacances d'été. Elle savait que ce voyage ne serait pas un simple séjour, mais le début de sa nouvelle vie de gardienne du lien. Le murmure sous la brume. Le jour se levait à peine sur la terre promise. La brume, épaisse comme un voile de coton, flottait au ras du sol, masquant les racines et les sentiers. Tout le village s'était rassemblé autour du corps de garde. Le silence n'était interrompu que par le crépitement du feu sacré que Maudipé entretenait depuis la veille. Le doute du sang-lune. L'un des frères, celui qui avait toujours cru que le savoir appartenait à ceux qui restent sur place, s'était posté un peu à l'écart.
Il observait sa sœur avec un regard chargé de scepticisme. Dans son esprit, le comte n'y était pas. Il murmurait pour lui-même, si bas que seul le vent aurait pu l'entendre. « Regardez-la. Elle a passé des années dans le béton et le froid. Elle a marché dans les rues de l'Europe. Elle a mangé leur nourriture. Elle a lu leurs livres. Qu'est-ce qu'une femme venue d'ailleurs peut encore savoir des mystères de notre forêt? Qu'est-ce qu'elle peut comprendre au langage de l'eau que nous écoutons chaque jour ?» Pour lui, elle était devenue une étrangère. Il était convaincu que le lien était rompu par la distance et la modernité. L'ouverture du lien. Maudipé s'avança. Il posa une main sur l'épaule de sa fille. Il ne dit rien, mais son geste était un appel. La jeune femme ferma les yeux. Elle ne chercha pas à impressionner l'assistance. Elle se contenta de laisser les tresses de son initiation vibrer à l'unisson de la terre. Soudain, sans qu'elle ne bouge un cil, le rythme de sa respiration changea. Elle n'inspirait plus l'air du matin, elle semblait respirer avec la forêt tout entière. La force invisible. Le frère, qui ricanait encore intérieurement, sentit soudain un changement dans l'atmosphère. L'air devint lourd, chargé d'une humidité qui ne venait pas de la pluie. Alors qu'elle était toujours immobile, la fille commença à décrire, d'une voix calme mais profonde, ce qui se passait sous la terre et dans l'eau de la source, à des endroits que seul un initié pouvait connaître. Elle cita les noms secrets des esprits que Mouini lui avait transmis lors du rituel des tresses. Le frère se figea. Son murmure s'éteignit dans sa gorge. Il vit alors quelque chose qui le troubla au plus profond de son âme. Autour de sa sœur, la brume matinale ne se dissipait pas. Au contraire, elle semblait se sculpter, s'enrouler autour d'elle comme pour la protéger. Il eut l'impression fugitive de voir l'ombre de Mouini se tenir juste derrière elle, ses mains immatérielles finissant de tresser les cheveux de sa fille. Le trouble. Ce n'était pas encore de la haine, mais une peur mêlée de honte. Le frère sentit son propre orgueil chanceler. Il comprit que le don ne connaît pas de frontières géographiques. L'Europe n'avait pas effacé le sang, elle l'avait peut-être même rendu plus assoiffé de vérité. Il recula d'un pas, troublé. Il vit Maudipé sourire, un sourire de vieux lion qui sait que son héritage est en sécurité. Le frère rejoignit ses deux autres compagnons dans l'ombre. « Elle sait », dit-il simplement, la voix encore tremblante. « Elle a ramené avec elle des oreilles que nous n'avons pas. » C'est à partir de cet instant que le malaise commença à grandir. Ils ne se sentaient plus les maîtres du lieu. Il se sentait petit face à cette sœur qui, bien que femme d'Europe, portait en elle toute la profondeur de l'Ogooué. Chapitre 13. L'automne de Maudipé. Après cette cérémonie, une période de paix fragile s'installa. Maudipé, voyant sa fille reprendre les fonctions de Mouini avec tant de justesse, commença à se retirer lentement. Il passait plus de temps en méditation. C'est durant ces années que les trois frères, au lieu de s'incliner et d'apprendre, laissèrent leurs troubles se transformer en amertume. Ils reprochaient à leur père de donner trop de place aux femmes et aux revenants de l'étranger. Maudipé les observait. Il voyait la moisissure gagner leur cœur. La décision du gardien. La rupture définitive arriva un soir de grandes palabres. Les trois frères exigèrent que le village s'ouvre à d'autres rites. Ils voulaient briser le pacte du singe ancien. Maudipé se leva. Il était vieux, mais sa voix avait encore la force du tonnerre. « Vous n'avez rien appris. Vous voulez posséder ce qui nous est prêté. Vous n'êtes plus les fils de la terre promise. Vous êtes des marchands d'ombre. » Ce soir-là, devant l'assemblée des anciens, Maudipé prononça les paroles de bannissement. « Partez. Allez chercher votre fortune ailleurs, puisque ce sol est trop pur pour vos ambitions. Ne revenez que si vos cœurs redeviennent de la terre, et non du charbon. » Ils partirent la haine au ventre, jurant que le village leur reviendrait un jour, par la force s'il le fallait. La terre promise, le destin des gardiens. L'âge de la transition. Après le départ de Mouini vers l'autre rive, le temps sembla ralentir à la terre promise. Maudipé continua de porter le village sur ses épaules. Les années passèrent, et il retrouva l'amour auprès d'une autre femme. De cette union naquirent d'autres enfants, apportant un nouveau souffle. Mais en ville, ces trois filles aînées laissaient la jalousie dévorer leur sang. La rupture de la capitale. La confrontation éclata lors d'un séjour de Maudipé en ville. Dans la maison familiale, les trois fils l'affrontèrent pour réclamer le don et le pouvoir.
Pourquoi tout donner à cette femme et à tes nouveaux enfants » crièrent-ils. Maudit-Pé, le regard dur comme la pierre, trancha. Le don ne se transmet pas par testament, mais par le mérite de l'âme. Vous n'êtes plus mes fils. Il les bannit et leur interdit, sous peine de malédiction, de remettre les pieds au village. Le sacrilège au corps de garde. Le point de non-retour fut atteint lors d'une grande veillée au village. Alors que le feu sacré brûlait, 2 des fils bannis apparurent. Ils ne vinrent pas en suppliant, mais en conquérant. Ils osèrent braver l'autorité mystique et vivante de Maudit-Pé. Malgré l'interdiction formelle de leur père qui se tenait debout devant le seuil, ils tentèrent de forcer l'entrée du corps de garde. Ce fut un choc brutal, la chair contre l'esprit, l'arrogance contre le sacré. Maudit-Pé, investi d'une force dépassant son âge, les repoussa de sa simple présence et de ses paroles de pouvoir. Bloqués par une barrière invisible qu'ils ne pouvaient franchir, les fils restèrent là, à l'écart, écumants de rage. Ils passèrent la nuit entière à la lisière du cercle, observant avec haine le rituel dont ils s'étaient eux-mêmes exclus. Au petit matin, avant que le village ne s'éveille tout à fait, ils partirent. Ce fut leur dernier acte de rébellion devant leur père vivant. Le reniement final et le crépuscule. C'est après cet affront que Maudit-Pé les renia à vie, devant les hommes et devant les esprits. Il ferma leur chemin pour l'éternité. Peu après, Maudit-Pé s'éteignit d'une courte maladie. À sa mort, les 3 bannis tentèrent une ultime guerre pour s'emparer du village. Mais la terre promise avait ses propres défenses. La fille, l'héritière de l'écoute, restait près du feu, percevant chaque mouvement dans le murmure de l'eau. Le fils aîné, le bras droit, protégeait le sol sacré. Les bannis furent rejetés par la terre elle-même. La forêt se referma et le village resta un sanctuaire de paix. La fin. Les fondateurs n'étaient plus là, mais la promesse demeurait. Tant qu'un écouterait et que l'autre protégerait, la terre promise ne serait jamais perdue.